Le tribalisme de retour comme arme politique en Côte d'Ivoire, défense nationale, ça se bouscule aux portes d'Abidjan et rapprochement Génim-Rébellion Touareg. Les djihadistes tentent-ils de rassurer la Côte d'Ivoire et les autres pays du Golfe de Guinée? Merci à vous de nous rejoindre dans ce numéro de Devoir de vérité. Le menu est ainsi déroulé et pour décortiquer ces différents sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau deux confrères, Jean-Richard Nguessan, analyste politique, et Aristide Ouedraogo, directeur de publication du magazine panafricain Africa Invest Mag. Bonjour à vous. Bonjour. Et en duplex, nous avons depuis Paris Alafé Wakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Alafé Wakili, bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, je commencerai avec vous. L'actualité a été marquée ces dernières semaines par des remous au sein du PDCI-RDA, avec la résurgence des accusations identitaires entre les deux principaux adversaires pour la présidence du parti. On parle donc de l'ancien banquier Tidjane Tcham, du président et de l'homme d'affaires Jean-Luc Billon. Alors comment comprendre ces déraillements observés dans le débat interne au PDCI, auquel, il faut le dire, se mêlent également des cadres du parti au pouvoir? Ce n'est pas propre au PDCI-RDA, mais le PDCI-RDA l'exprime publiquement. Et puis, entre militants du PDCI-RDA, mais j'ai toujours tendance à dire que ces choses qui ont concerné M. Thiam et M. Billon, ce sont des propos qui concernent beaucoup d'Ivoiriens, presque tout le monde, tout le temps, de façon régulière. Et ça se dit dans les quartiers, dans les salons, peut-être pas toujours dans les médias, mais quand même aussi dans les médias. Et c'est dans notre quotidien. Hein. Donc, quand ça touche des personnes éminentes, ça pose problème. Mais le débat sur la liste électorale est un débat d'identité, d'origine et de nom. Il paraît qu'il y a 3 millions de personnes qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale. Pourquoi? C'est parce qu'elles ne seraient pas ivoiriennes. Donc la question de la nationalité est une question qui est au cœur du débat politique ivoirien. Mais est-ce que finalement, on n'est pas en train de dénaturer le débat sur donc, la nationalité? Parce que là, quand on accuse le président Tcham, qui est éminemment ivoirien, je veux dire, de par ses origines, on relève sa sénégalité et l'autre côté... C'est ce que vivent beaucoup d'Ivoiriens tout le temps et régulièrement. Des personnes qui sont sur la liste électorale, il n'a pas été prouvé que ce ne sont pas des Ivoiriens. On dit qu'il y a 2 à 3 millions de gens faux qui sont sur la liste électorale. Pourquoi quand il s'agit de Billon, ça pose problème? Pourquoi quand il s'agit du président Thiam, ça doit choquer plus? Alors qu'au vu et au su de tout le monde, l'on dit qu'il y a 3 millions de personnes qui sont sur la liste électorale qui ne sont pas des Ivoiriens. Comment il a été prouvé qu'ils ne sont pas des Ivoiriens? Sur quelle base ça a été prouvé qu'ils ne sont pas des Ivoiriens? C'est grave qu'on dise qu'il y a 3 millions d'étrangers sur notre liste électorale. C'est un problème qui me paraît important que la question personnelle de M. Billon et la question personnelle du président Thiam, qui lui, ça choque parce qu'il est éminemment ivoirien, comme vous le dites. Tout le monde sait bien qu'il est ivoirien, il est petit-fils d'Oufou-Boigny, il est ivoirien. Donc, si lui, on peut aborder sa nationalité avec légèreté, mais imaginez combien de personnes peuvent souffrir des questions de nationalité encore dans ce pays-là. Si lui, qui est éminent, si lui, qui est un fils honorable de ce pays, est l'objet de tels débats, ainsi que M. Billon. Imaginez le drame de nos jours encore de personnes dont on remet en cause le droit de figurer sur la liste électorale. Absolument. Alors, Jean-Richard Nguessan, vous assistez comme tout le monde à cette tendance donc, à indexer les origines, même pas la nationalité, mais les origines de ces différentes personnalités. Est-ce que ce n'est pas le retour des vieux démons? Effectivement, c'est le retour des vieux démons et la Côte d'Ivoire semble n'avoir pas tiré les leçons du passé. Accuser aujourd'hui le président Billon, le président Tcham d'être des étrangers, c'est plus ou moins choquant parce que c'est des personnalités remarquables qui ont occupé de grandes fonctions. Pour parler de Billon, c'est
plus ou moins ce que sa famille a apporté en Côte d'Ivoire avec son père Pierre Billon, lui-même PDG d'un grand groupe, il a été ministre de la République, il a été patron des entreprises en Côte d'Ivoire de 2002 à 2012. Oui. Et c'est quelqu'un qui a occupé de hautes responsabilités, que ce soit dans sa région, en Côte d'Ivoire, à l'international. C'est une personnalité immensement riche, qui apporte énormément à la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'une personnalité de son parti politique se permet de l'indexer, c'est plus ou moins choquant quand on sait qu'il y a de cela quelques jours, le 6 février dernier, à Takourabli, il y a le ministre Seredo qui parlait aussi du président Tcham. On semble n'avoir pas tiré les leçons de tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu par le passé. Aujourd'hui, je me dis que si les politiques, M. Alafé le disait à l'instant, c'est un débat, le débat sur la nationalité, c'est un débat, on l'observe un peu partout, que ce soit dans les gares routières, dans les kiosques à café, dans les salons feutrés, on en parle, mais l'exposer de façon publique avec des personnalités publiques, des ministres de la République, c'est ce qui est plus ou moins choquant. Je pense que ces ministres-là devaient pouvoir doser leurs propos et permettre aux populations lambda de plus ou moins ne pas rentrer dans ces considérations. On devait pouvoir élever le débat à quelques mois de la présidentielle. Alors là, on le constate, il y a comme une sorte d'absence de consensus identitaire dans le débat politique national. Effectivement. Aristide Ouedraogo, vous qui nous suivez donc depuis l'étranger, puisque vous êtes burkinabé, et quel est votre regard sur toute cette polémique? Est-ce que le tribalisme est finalement en train d'être instrumentalisé comme arme politique? Merci. Moi, je suis burkinabé, mais je suis aussi, comme vous l'avez si bien dit dans votre présentation. Vous suivez l'actualité ivoirienne. Voilà, je suis patron d'un organe de presse continental panafricain, et parce que je me considère comme tel, comme plus africain que d'une nationalité quelconque, puisque l'histoire nous dit que le débat sur les nationalités, si les Africains le veulent normalement, ces nationalités leur ont été pratiquement imposées. Donc, pour répondre à votre question, je suis parfois étonné parce que j'ai connu les Ivoiriens depuis le Burkina. Et j'ai réalisé combien ils sont charmants. Ils sont vrais, l'Ivoirien. Je viens de temps en temps en Côte d'Ivoire, je constate que les Ivoiriens, en fait, ils n'ont pas de problème a priori. Mais la vérité est que lorsque l'on parle de politique, lorsqu'on parle de débat politique ou d'élection politique, les hommes politiques sont dans un positionnement comme en marketing. Voilà, donc dans ces positionnements, voilà, il s'agit ici de conquête de pouvoir. Et c'est la conquête de pouvoir qui, malheureusement, amène certains dans leur positionnement à vouloir battre certaines cartes déjà établies. Voilà. Donc les débats sur la nationalité se mènent uniquement lorsqu'il y a, ce que je constate, ce n'est que lorsqu'il y a des enjeux électoraux que ces questions de nationalité se posent. Comme l'a dit le frère Jean-Richard, et dans les kiosques, voilà, parce que tout simplement, le niveau n'est pas élevé. Et il faudrait qu'il y ait, je crois, à un certain moment, les journalistes ou les communicateurs au niveau national en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils amènent les hommes politiques ou les acteurs politiques de façon générale à élever le niveau et à ne pas montrer parfois certains actes qui ne rehaussent pas l'image du pays. Voilà. Très bien. Alors, pour en venir donc au second sujet de notre émission, on assiste aussi depuis quelques temps, peut-être que ce n'est pas vraiment très divulgué, ce qui est normal, ça relève plus ou moins de la politique du secret défense de la Côte d'Ivoire, mais il y a de plus en plus
d'industriels militaires de pays étrangers comme la Turquie, Israël, la France et autres qui toquent aux portes de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train d'acquérir du matériel de pointe pour la sécurisation de son territoire. Alors justement, Alafé Ouakili, vous êtes toujours avec nous? Alafé Ouakili, vous nous suivez? Oui. Ok, très bien. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de pays qui cherchent donc à vendre leurs produits à la Côte d'Ivoire en termes d'armement, bien sûr. Les États-Unis, la France, la Turquie, Israël et certains autres aussi, même la Chine également qui se propose. Alors, est-ce que au stade où nous sommes, l'on peut dire que la Côte d'Ivoire est devenue un marché juteux pour les industriels de la défense à l'échelle internationale? Oui, la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est maintenant qu'elle est devenue un marché juteux? Elle a sans doute été régulièrement un marché juteux. Donc elle le demeure, elle est certainement de plus en plus parce qu'elle a choisi de mettre l'accent sur les technologies les plus modernes et les plus efficaces en matière de surveillance du territoire, en matière de sécurité et de défense. Vous savez, les menaces qui nous assaillent sont nombreuses et il faut des équipements très pointus, des équipements très sophistiqués qui coûtent cher. Oui, la Côte d'Ivoire devient de plus en plus un marché juteux et donc les offres sont amplifiées et ces offres viennent de partout et tous les pays de ces armes-là veulent avoir la Côte d'Ivoire parce que c'est un bon client. Je pense aussi que il ne suffit pas d'être un marché juteux, il faut être aussi un bon payeur. Et c'est tellement que Abidjan est aussi un bon payeur. Ah oui, certainement. Il y a quand même un détail, Jean-Richard, que je souhaite relever. Tout récemment, lors d'un entretien accordé à un confrère, l'ambassadeur de la Russie à Abidjan a révélé ceci, que Moscou tentait des démarches auprès de la Côte d'Ivoire pour être un partenaire militaire stratégique du pays et que jusqu'à présent, la Russie n'aurait pas encore eu de retour concret de la part des autorités ivoiriennes. Alors, est-ce que le grand perdant dans toute cette affaire, parce que la France est très bien positionnée, la Chine également, qui a quand même sa place, dans ce marché-là. On a également la Turquie qui vend des matériels de guerre performants, donc des drones Bayraktar TB3, donc plus performants que ceux qui sont vendus dans la sous-région. Alors, est-ce que la Russie n'est pas la grande perdante? Pas forcément. Moi, j'estime que les pays évoluent au gré de leurs intérêts. Et comme le disait à l'instant M. Alafé, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays crédible, est un pays solvable. Quoi qu'on dise, en dépit des différentes critiques, ayons le mérite de reconnaître qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a cette capacité, depuis 2011, au sortir de la crise post-électorale, de sécuriser la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a eu des attaques, des velléités d'attaque, mais n'empêche que la Côte d'Ivoire, dans la géopolitique plus ou moins assez instable de la sous-région, la Côte d'Ivoire reste un pays assez stable et cela est à saluer. Et c'est en cela que moi, je salue cette volonté du pouvoir d'Abidjan de multiplier les partenaires non seulement militaires. La Côte d'Ivoire a de bonnes relations militaires, non seulement avec la France. On a vu au dernier défilé les Chinois, les troupes chinoises qui ont défilé. Ce qui était un symbole fort. La Côte d'Ivoire achète du matériel militaire avec Israël, achète du matériel militaire avec plusieurs pays. J'estime pour ma part qu'Abidjan considère que ces pays-là apportent une plus-value à l'armement militaire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au niveau des atouts militaires, ce qu'il faut ajouter, c'est que la Côte d'Ivoire, au niveau du personnel même militaire, s'est renforcé. Et tout cela, moi, j'estime que c'est une bonne chose et on espère que la Côte d'Ivoire va continuer de rester un pays assez stable et continuer de multiplier ses partenaires, que ce soit des partenaires politiques, économiques ou encore des partenaires militaires. Alors, avant de revenir donc à Alafé Ouakili pour boucler ce sujet de façon précise, Aristide Ouedraogo, quels sont, selon vous, quand vous observez le contexte sécuritaire sous-régional,
vous venez d'un pays en crise et tout ce que l'on observe également, les partenaires sur lesquels nos États, sinon les partenaires les plus fiables, sur lesquels nos États peuvent s'appuyer en termes d'acquisition de matériel de guerre, en termes de renforcement de leur politique d'armement? En matière de défense, il faut déjà préciser qu'on parle surtout de partenariat stratégique. Bon, c'est vrai que pendant près de 60 ans, les peuples africains francophones, de façon générale, ont parlé coopération avec la France, une coopération étroite, mais bon, qui à la fin, à un certain moment, qui était... Bon, il n'y a pas eu que la France, c'est pendant 60 ans, on a acquis des armes auprès de la Russie. Évidemment, voilà, c'est le partenariat privilégié. Pendant ces 60 années, c'était surtout la France. Et surtout que lorsqu'on parle, puisque vous faites cas de certains d'autres partenaires, les États-Unis aussi ont été des partenaires privilégiés, il faut le reconnaître. Voilà. Et il y a aussi à l'époque l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, qui a été aussi un partenaire. Et la Russie traite avec les États les États africains depuis les années 60. Ah oui, bien sûr, le Mali, la Guinée-Conakry, l'Angola, bien d'autres États africains qui font partie. Voilà, donc ce n'est pas un partenariat nouveau. Quoique aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce sont des partenariats en défense, ce sont beaucoup plus de partenariats stratégiques en fonction des types d'armes qu'on veut. Voilà, il y a des pays qui peuvent vous fournir certains types d'armes, d'autres types d'armes, ainsi de suite. Voilà. Il y a aussi, à ce niveau, il faut surtout préciser que la Côte d'Ivoire, pour un peu rebondir sur la question de la Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal. Et moi, ce n'est pas trop que de dire que voilà, l'État, la gestion d'un État, c'est d'abord la prévention. Voilà. Et donc, les autorités font bien de prévenir, de faire dans la prévention en s'armant suffisamment. Tous les pays s'arment. Ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire. Tous les États s'arment. Et l'année passée, en 2024, le Nigeria a payé plus d'une dizaine d'Apaches qui avaient été commandés. Et l'Afrique du Sud, ainsi de suite, tous les pays s'arment. Et surtout dans un contexte pareil, contexte sécuritaire très, très marqué par des incursions. Et il est normal qu'au Burkina, puisque vous avez fait cas de façon de la sous-région, au niveau dans les zones sahéliennes, on parle beaucoup plus de surveillance du territoire. C'est tout à fait normal que ici, en Côte d'Ivoire, qu'il y ait beaucoup plus de surveillance, qui pourrait d'ailleurs nous aider, qui pourrait aider les autres. Bon, malheureusement, la coopération bilatérale sur le plan militaire entre la Côte d'Ivoire et ses voisins sahéliens est malheureusement interrompue du fait de la volonté des juntes de rompre unilatéralement cette collaboration-là. Alors, Alafé Ouakili, j'aimerais avoir votre point de vue sur la question de l'implication de la Russie justement dans les partenariats militaires avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que finalement, c'est vrai qu'on a posé la question tout à l'heure à Jean-Richard Nguesson, mais est-ce que selon vous, la Russie n'est pas quelque part lésée, elle qui est connue comme étant l'une des plus grandes fournisseuses d'armement sur le continent africain? Elle n'est pas lésée. Je pense que si elle a une technologie qui est à coût égal, plus efficace qu'une technologie d'autres pays, je pense qu'elle pourra vendre ses armes. Donc, elle ne part pas avec des handicaps. L'essentiel, c'est l'efficacité. Voilà, elle en avait vendu à l'époque à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle a continué à vendre à la Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses spécifiques qui peuvent être adaptées à nos pays. Donc, je ne pense pas, hein, si elle est toujours en coopération, si elle comprend que les pays n'ont
pas d'amis, ils ont des intérêts et qu'elle veut privilégier ses intérêts et non des options idéologiques hégémoniques. Comme la Côte d'Ivoire n'insiste pas tout le temps sur l'idéologie ou un certain nombre de choses. Elle est en relation avec tout le monde, donc il est possible qu'elle ait sa part de marché. Hein. Est-ce que la crise en Ukraine, les 3 années de conflit en Ukraine n'ont pas fini par décrédibiliser la notoriété qui précédait justement l'armement de la Russie ou l'industrie militaire russe? Mais même vous savez que le conflit en Ukraine, finalement, la guerre, c'est ce que ça signifie. Hein. Aujourd'hui, il y a l'arme nucléaire qui est une arme de dissuasion qui n'est pas souvent utilisée. C'est l'arme fatale. Et c'est une arme dont la Russie ne peut faire usage. Elle a menacé de le faire, elle ne l'a pas fait dans la crise. Et en dehors de cela, les armes conventionnelles, elles ne sont pas extraordinaires. Elles permettent à chacun, lorsqu'on a les mêmes types d'armes conventionnelles, bon, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent se défendre. Donc, l'avantage, peut-être chez nous en Afrique, c'est que les armes ne sont pas équilibrées. Donc, quand un État arrive à avoir certaines armes, d'autres États n'en ont pas, donc ça lui confère une supériorité. Mais le mythe russe n'est pas brisé parce que ces armes-là, on connaît leur efficacité, elles sont connues. Et en face de ces armes, il y a des armes équivalentes. C'est comme un poison, il y a l'antidote. Donc ces armes-là ont des armes équivalentes pour être neutralisées. Donc, ce qui n'est pas neutralisable, qui détruit, c'est l'arme nucléaire, c'est la bombe atomique. Donc ça permet d'équilibrer les choses. Et puis bon, certaines armes de destruction massive, des armes chimiques ou autres, qui ne sont pas conventionnelles. Donc quand on dit conventionnel, ça montre que bon, on ne peut rien faire d'extraordinaire avec ce qui est conventionnel. Et après, quand on a eu une supériorité dans les airs, quand on a attaqué, il faut les troupes au sol. Les troupes au sol bougent avec les chars lourds, légers, les tanks ou autres. C'est des armes classiques. C'est des armes classiques que tout le monde peut avoir. Et après, on arrive au corps à corps. Donc, quand on est dans le corps à corps, bon, c'est à égalité avec les explosifs, etc. Donc, ce n'est pas extraordinaire à la fin. Et je ne pense pas que bon, un mythe se soit brisé. C'est plutôt le retour à la réalité, le constat de la réalité et de la faiblesse aussi qui arrive à tout le monde. Hein. Au-delà de l'Ukraine, il y a eu aussi la Russie. On a vu que Bachar est tombé, c'est un soutien des Russes. On a vu aussi que les Américains en Afghanistan, à l'époque au Vietnam, tout comme les Français, ont fini bien par rentrer, malgré les armes, malgré l'arme atomique, dont l'usage ne peut pas être fait comme ça, de façon irresponsable. Donc, lorsque l'usage est aux armes conventionnelles, les grandes puissances finissent toujours par avoir des difficultés parce que c'est pratiquement à armes égales. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais répondre assez rapidement. Très rapidement. Si vous le permettez, sur la situation de la Russie. C'est vrai que la Russie a le vent en poupe dans les pays de l'AES, notamment au Mali, au Niger, au Burkina, un peu en Centrafrique. Mais c'est un pays qui a perdu de sa superbe avec la situation en Ukraine. C'est un pays qu'on adulait, qu'on mettait sur un piédestal. Mais depuis 3 ans, elle s'est enlisée dans une crise en Ukraine. Et je pense que cela a décrédibilisé la Russie et Poutine. C'est vrai plus ou moins que c'est un pays qui est une puissance en nucléaire, mais pour ma part, aujourd'hui, les Russes gagneraient à redorer ce blason-là. Il y a de cela quelques années, la Russie était présentée en Afrique comme un État sauveur, comme un État qui pouvait apporter beaucoup de choses. Mais avec la chute aujourd'hui de Bachar, du côté de la Syrie, ce qui se passe en Ukraine, la Russie qui, avec Wagner et ses démembrements, a du mal véritablement à apporter un accompagnement assez fort, assez efficace au pays de l'AES. Ouais, quand on voit les résultats qui sont très médiocres, la Russie, c'est... Chez ses partenaires africains, on a vraiment du mal à accorder du crédit. Peut-être qu'Aristide ne partage pas mon point de vue, mais... Non, mais c'est clair que... c'est vrai qu'on s'apprête donc à passer à notre dernier sujet, mais c'est clair qu'après au moins 3 à 4 ans
l'implication directe de la Russie aux côtés des juntes sahéliennes, le résultat, il n'est pas du tout fameux. C'est à la limite catastrophique quand on voit les chiffres en termes de statistiques. Pourtant avec le partenariat... On pourrait soulever les chiffres, hein, parce qu'en 7 ans, de 2005 à 2022, je prends rien que pour le cas du Burkina Faso, on a enregistré à peine environ 6 000 et quelques morts par là dans le terrorisme. De 2023, donc du départ de l'armée française à 2024, à fin 2024, on est à plus de 12 000 morts. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On n'en est pas vraiment là, malheureusement. Il y a le dernier sujet. Bon. On aura le candidat de dire et bondir la prochaine fois. Mais là, on en vient justement à une question qui va vous faire réagir sur la crise au Sahel. Parce que là, tout récemment, il y a le confrère de France 24, Wassim Nasr, qui évoquait un rapprochement entre le Génim et la rébellion Touareg du MNLA. Et il semble avoir comme une volonté du Génim de redorer son image, de présenter un visage beaucoup plus modéré à l'instar de ce que l'on observe en Syrie. Sur ce point-là, Lafay Ouakili, vous êtes là? Oui. Alors, est-ce qu'on peut s'accommoder éventuellement, puisque leur but, d'après le confrère, c'est de faire une jonction pour renverser les juntes putschistes sahéliennes et de prendre le pouvoir au Sahel et de ne pas se présenter comme des menaces potentielles pour les pays du Golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire, bien sûr. Est-ce que cette option-là est raisonnable? Écoutez, si on voit ce qui se passe en Russie, je ne sais pas si c'est raisonnable ou si c'est acceptable. En Syrie, vous voulez dire? En Syrie, plutôt. Je ne sais pas si on peut dire que c'est raisonnable, mais est-ce que c'est plus raisonnable qu'en Syrie? Est-ce que par rapport à la Syrie, c'est moins raisonnable ou déraisonnable? Ça s'est passé ailleurs. Finalement, ces groupes-là arrivent dans certains territoires à prendre le pouvoir sans changer, en dehors des restrictions des libertés, sans changer grand-chose. Mais les libertés sont déjà restreintes dans ces pays-là. Les démocrates en ont été victimes. Donc, peut-être que, vous voyez, il n'y a pas d'élection aujourd'hui au Burkina, au Mali, au Niger. Est-ce que le salut de la démocratie viendra de ces groupes-là? Est-ce que lorsque ces groupes, s'ils réussissent leur objectif, s'ils parviennent au pouvoir, n'est-ce pas eux qui vont libérer les opposants? N'est-ce pas eux qui vont réhabiliter les partis politiques? N'est-ce pas eux qui vont conduire à des élections? Souvent, on a envie de se dire, ben, pourquoi pas? Parce que ce qui se passe au nom de la lutte contre ces groupes et contre le terrorisme fait que quelquefois, on se dit, de la même manière que dans ces pays-là, ils pensent qu'ils ont les meilleurs modèles. Ils souhaitent, par exemple, que nos pays, d'après nos fausses démocraties, connaissent des coups d'État comme chez eux. Et oui, je pense qu'au Niger, c'est le meilleur des systèmes. Au Burkina, c'est le meilleur des systèmes. Au Mali, c'est le meilleur des systèmes. Je les vois souhaiter qu'il y ait la même chose chez nous, avec des militaires qui renversent nos régimes, nos fausses démocraties d'après eux, nos démocraties bidon d'après eux. Donc, quelquefois, on se demande, mais puisque eux le souhaitent, on ne le souhaite pas pour eux, mais dans la réflexion, on se dit, ben, si ça arrive, en quoi ce serait déraisonnable? Il ne s'agit pas de souhaiter le pire pour eux comme eux pourraient le souhaiter chez nous, mais on se pose la question pour dire, ben, c'est arrivé en Russie, là, est-ce que c'est la fin du monde? Si ça arrive, ben, peut-être c'est eux qui viendront à Abidjan pour dire, non, on a besoin d'Abidjan, on veut la paix avec vous. Peut-être c'est eux, ces groupes-là, s'ils arrivent à leurs objectifs, ils reviendront à la CEDEAO. C'est en tout cas ce qui semble affiché comme volonté, d'après le compte-rendu que fait le confrère de France 24, il semble avoir, d'après ces informations, comme une volonté de mettre fin à l'hémorragie des tensions entre le Sahel et les États du Golfe de Guinée. Alors, justement, Aristide Ouedraogo, je sens que vous avez envie de réagir à ce sujet. Votre réaction donc, sur cette question, est-ce que cela est envisageable? Je sais que c'est quand même sensible, cette question, d'avoir un régime à la syrienne, un pouvoir de type fondamentaliste, islamiste,
à la tête d'un pays comme le Burkina Faso ou encore le Mali ou le Niger, pour nous, États du Golfe de Guinée, qui sommes en froid avec ces États-là, enfin, ou avec ces jeunes militaires, puisqu'on le relevait tout à l'heure, c'est de façon unilatérale qu'elles ont rompu la collaboration avec la Côte d'Ivoire sur le plan sécuritaire. Finalement, les djihadistes qui créent le danger, qui créent l'insécurité au pouvoir, qui veulent se montrer beaucoup plus conciliants, quelle est votre lecture là-dessus? Ben moi, ma première lecture est que le confrère Wassim, en toute confraternité, je doute de ce qu'il dit. Je doute fort de ce qu'il a, ce que j'ai entendu dans son intervention, c'est sur France 24. Voilà, parce que moi, les informations que j'ai par devers moi, bon, c'est vrai, si peut-être il est vrai que JNIM et ce qui était avant le MNLA, l'Azawad, le mouvement de libération de l'Azawad, si c'est peut-être possible qu'ils se soient mis ensemble, ce n'est pas parce que... Pas qu'ils soient déjà ensemble. Oui, ils aient des velléités, des envies de se mettre ensemble pour marquer plus leurs actions. Mais en réalité, dans son intervention, il dit qu'il y aurait, il est même affirmatif, il n'est pas au conditionnel, il y a des camps à Sikasso, ce que personnellement, je n'ai pas comme information, pourtant quand même dans la zone, bon, j'ai aussi des sources, mais il n'en est rien. Ce qui veut dire que moi, j'affirme, je suis très affirmatif. Les djihadistes sont bien ancrés à Bandiagara, par exemple, dans le centre du Mali. Non, ce qu'il dit, en fait, les médias, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Lorsque nous parlons de terrorisme, voilà, en fait, c'est beaucoup plus une guerre de communication, voilà, où il y a beaucoup plus de positionnement. Je reviens encore au terme les termes de position, parce que en réalité, ces territoires sont anciennement des chasses gardées de puissance. Et ce qu'il dit, il relève en fait que les États, aussi bien l'État central, à travers ce que le confrère dit, il y a le JNIM et Azawad qui se retrouvent être en concurrence avec l'État dans un État. Je veux dire, le pouvoir central dans l'État, sur l'État malien. Mais quand vous dites que pendant très longtemps, il n'en était rien, mais depuis 2000, la France était au Mali, à Kidal, depuis 2011-2012. Mais depuis 2012, depuis 3 ans ou 4 ans que le président malien est là, Kidal a été pris. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que les médias aujourd'hui, les médias européens, pour certains, sont tombés dans un mainstream qui est assez révulsant. Et il faut savoir que depuis quand même l'avènement du colonel, aujourd'hui général, Assimi Goïta, ces bandes ont été tellement pilonnées qu'ils se cherchent. Et c'est ce qui les amène parce que les djihadistes qui avancent chaque jour là, qui vont jusqu'à Bandiagara, qui disent aux militaires Kidal a été pris, on vient dans une Taoudéni semaine. a été pris. Il faudrait vraiment dissocier, cher confrère, il faudrait dissocier, je le répète encore, il y a les djihadistes et il y a les mouvements indépendantistes Touaregs. Oui. Tout ce que vous évoquez, vous parlez des Touaregs. Parlons des djihadistes, ils avancent à tel point, avec une telle aisance, qu'ils se permettent de dire, Joliba TV l'a montré récemment, ils se permettent de dire aux populations et aux autorités de Bandiagara, on arrive tel jour, on ne veut pas vous voir là-bas, 2 semaines à l'avance,
à leur date indiquée, ils arrivent, les militaires fuient, ils prennent les localités, ils prennent les régions, mais ça me surprend. Au Burkina Faso, c'est pareil. Les djihadistes avancent, on ne parle pas des Touaregs, il faudrait vraiment faire le distinguo. Non, parce que sur le plan sécuritaire, là, c'est vraiment médiocre. C'est la même. La zone de Taoudéni a été prise par l'État central. Oui, mais là, on parle des Touaregs. Non. Tinzawatè, tous ça, on parle des rébellions Touaregs, c'est pas la même chose. Si. Non, les Touaregs, jusqu'à présent, les Touaregs étaient en conflit avec les mouvements djihadistes. Jusqu'à présent, même entre djihadistes, le GS combattait le Génim. Ça, c'est clair. Ce que l'on sait, c'est que les Touaregs sont à dissocier des djihadistes du Génim. Voilà, c'est pas la même chose. Les Génim, il y a tellement de groupes. Il y a les Génim, il y a les GS. Non, le GS, c'est l'État islamique. Le Génim, Ibrahim, par moment, on a du mal à les identifier parce que c'est des groupuscules. On va terminer avec vous. Jean-Richard Nguessan, votre avis là-dessus rapidement. Au regard de tout ce qui s'entend, tout ce qu'on voit ou tout ce qui se raconte, moi, je reste dans une dynamique, celle de la démocratie. Est-ce l'aspiration profonde des populations dans ces États-là d'avoir à leur tête ou comme gouvernants des islamistes? Moi, je me pose la question. On gagnerait d'aller, pourquoi pas, dans un débat politique, démocratique, et laisser les populations tout simplement s'exprimer. Ça sera là mon point de vue. Mais... Donc, par exemple, organiser des élections démocratiques, donc mettre fin tout simplement à la dictature prégnante et ambiante. Les amis putschistes. Mais avant de conclure, 5 secondes rapidement. En fait, il y a une cause à ces coups d'État. Et tant que ces causes, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. S'il y a des coups d'État, c'est sûrement parce que voilà, les systèmes démocratiques ont un problème pour marcher. Et il faut peut-être déceler ces problèmes. Bon, pour l'instant, en attendant de remettre le couvert avec un autre débat, ceux qui sont là, malheureusement, n'offrent aucune perspective en termes de restauration de l'ordre démocratique, et c'est malheureux, en espérant bien sûr que, comme au Gabon, comme en Guinée-Conakry, on ait une lisibilité dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Attendez-moi. On va malheureusement, le temps nous était parti est vraiment à son terme. On va remettre le couvert une prochaine fois. Merci à vous d'avoir été là. Merci également à Lafi Wakili qui nous rejoignait donc depuis Paris. Il a pour habitude donc d'être sur le plateau, mais là aujourd'hui, de façon exceptionnelle, il n'est pas présent. Mais il a quand même contribué au débat. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On va se dire au revoir et il y a un prochain numéro de Devoir de vérité. Au revoir.